Nous voici dans la deuxième partie de votre émission. Nous sommes toujours en compagnie de notre invitée Mireille Théocy-Robert. Mireille, nous sommes au musée de l'Afrique centrale. Qu'est-ce que cet endroit t'inspire? Je vais vous étonner parce que cet endroit m'inspire la mort. Malheureusement, ça m'inspire la mort parce que je sais que dans ce musée, il y a des pièces qui sont volées, qui sont mises à mort. Leur vie s'est arrêtée parce que ce sont des pièces, pour une partie, qui participaient à la vie sociale des Africains. Les cérémonies funéraires, les rites de mariage, etc. Ça fait partie de la vie et ils ne sont pas faits pour rester figés dans un musée. Et puis dans ce parc où ont été exposés des Congolais, 267 Congolais en 1897, il y en a 7 qui sont morts de faim, de froid, de maladies, de conditions pas très bonnes. Donc ça a beau être très beau, mais pour moi tout ça c'est du vernis parce que je sais que les placards cachent des squelettes. C'est incroyable parce que je l'apprends en même temps que vous. Que ce parc fait aussi office de cimetière, si on peut dire. Et donc, il y aurait 7 corps de Congolais sur les 267 exposés. En effet, on peut comprendre que cela vous inspire la mort. Je suis franche, voilà, je le dis franchement. Ça vaut le mérite d'être franc sur le coup. Et est-ce que vous pensez que le Congo a mis assez d'initiatives pour préparer cette restitution d'œuvres d'art? Alors oui, le Congo a fait un travail avec la Corée pour avoir un musée moderne qui peut accueillir des pièces du musée. Donc le Congo aujourd'hui est prêt à accueillir. Il peut toujours y avoir, s'ils ont besoin, je ne pense pas qu'ils en aient besoin, mais bon, pour rassurer tout le monde, il peut toujours avoir une coopération sur comment les conserver. Mais je pense à mon avis qu'on est capable de les conserver nous-mêmes. Et bon, on parle du Congo, c'est parce que vous êtes congolaise et moi aussi d'ailleurs. Pour ne pas citer d'autres pays, que pensez-vous par exemple du fait que la France était prête à restituer les œuvres d'art au Bénin et que ceux-ci ont demandé un peu de temps parce qu'ils n'étaient pas prêts? Est-ce que vous ne pensez pas que ça casse un peu cette dynamique pour les militants comme vous? Parce que c'est un peu difficile d'entendre qu'ils ne sont pas prêts? Non, pas du tout. Je pense que ce sont des pays qui ont été traversés par pas mal de turbulences. Il ne faut pas oublier qu'une grande partie de l'Afrique noire, comme on l'appelle malheureusement, est un peu le grenier de l'Europe. On y fait ce qu'on veut et ça crée des guerres. Donc c'est normal que certains pays ne soient pas prêts. Mais alors la question de la restitution, c'est pas juste déplacer un objet vers un autre espace. La restitution, ça peut être rendre les titres de propriété aux Africains. Donc, c'est-à-dire que le papier de propriété, il est inscrit qu'il appartient à tel ou tel pays. Après, le pays en question, s'il dit qu'il n'est pas prêt, les pièces peuvent rester conservées ici ou dans un autre pays d'Afrique qui, lui, est déjà prêt, comme le Sénégal, qui a plein de beaux musées, ça peut être conservé là-bas, par exemple. Le point central sur la question de la restitution, c'est la propriété de l'objet. Après, où est-ce qu'on le garde, où est-ce qu'on l'expose, c'est une autre question. D'accord. Et nous parlons bien pas de tous des œuvres du musée, mais effectivement des biens qui ont été volés, mal acquis. Et est-ce que c'est facile? Est-ce qu'on connaît aujourd'hui, on a une liste de ces biens mal acquis, ou est-ce que c'est le travail qui doit commencer d'abord avant de pouvoir restituer ces biens? Malheureusement, on n'a pas de liste, les choses ne sont pas toujours précises et puis ce qui est exposé par exemple dans ce musée, c'est pas du tout la majorité. La majorité est encore dans les caves parce qu'il y a vraiment beaucoup. C'est, je pense, le musée ou le second musée qui a le plus de pièces en Europe. Donc il faut d'abord commencer par faire cet inventaire. C'est ce que nous avons demandé et obtenu au Parlement. Donc le Parlement francophone bruxellois a accepté notre requête, qu'il y ait un inventaire qui soit fait, que des spécialistes de différentes origines puissent faire cet inventaire et à partir de là qu'on puisse déterminer quelle pièce a été mal acquise parce qu'elles ne l'ont pas toutes été. Okay. Très bien. Donc c'est ça un peu qui fait peur aussi dans cette restitution, c'est le fait de se dire que tout le musée finalement va être vidé. Ce n'est pas le cas. Comment analysez-vous la position de la Belgique sur la question de la restitution? Alors il y a plusieurs Belgiques sur cette question-là. Il y en a qui disent oui, bien sûr, on a volé, on restitue, il n'y a pas de problème. Et puis il y en a qui disent non, c'est à nous, on les a acquis, on ne veut rien rendre. Et il y en a qui sont entre les deux, qui ne savent pas trop qu'est-ce qu'il faut faire.
Et je pense qu'il n'y a pas de position extrémiste à avoir là-dessus et que les parlementaires que nous avons rencontrés ont été d'une grande intelligence. C'est qu'il faut trouver un juste milieu. On restitue ce qui a été volé. Et ça, je pense que c'est une position qui est juste par rapport à l'histoire. Et moi, je ne suis jamais extrémiste dans ces questions-là. Je pense que nous pouvons avoir des beaux symboles, tout comme nous pouvons avoir aussi des restitutions qui sont plus liées à la question économique. Parce que vous savez, quand on va au musée, on paye l'entrée. Et puis par ailleurs, le musée est financé. Cet argent n'est pas reversé en Afrique en masse pour par exemple financer des hôpitaux ou financer un musée. Donc c'est-à-dire que si les œuvres reviennent, tous les grands fans d'art africain devront se déplacer et payer en Afrique, ce qui fait une entrée d'argent pour les Africains qui en ont bien besoin. Donc c'est trouver un juste milieu, mais rester aussi juste par rapport au fait que c'est un manque à gagner pour les Africains. Tout à fait. Et donc, au-delà de la question d'identité, de la recherche d'identité pour les Africains, il y a aussi la question économique qui peut appuyer ce besoin pour nous recouvrer ce qui nous appartient, en fait. Oui, il y a la question économique et très rapidement, il y a aussi la question spirituelle et juridique. Juridique, c'est que les lois internationales préconisent déjà que les pays anciennement colonisateurs puissent restituer. Donc ça, légalement, juridiquement, c'est déjà réglé. C'est juste chaque pays qui essaye de chipoter un petit peu, si vous voulez. Et puis, il y a la partie spirituelle, c'est que toutes les pièces ne sont pas des pièces à exposer, des objets d'art, etc. Il y a des pièces qui sont vraiment, comme je disais tout à l'heure, à utilité spirituelle, symbolique, très forte. Et ces pièces-là, c'est s'attirer des malédictions, comme aurait dit ma grand-mère, que de les garder ici. Alors moi, je suis plutôt pour les arguments économiques et juridiques et identitaires, mais il y a des fervents souteneurs ou soutenants des arguments spirituels et il faut les écouter aussi. Ah oui, ça Depuis 1970, on sait que dans la constitution de l'UNESCO, il est prévu ce retour d'œuvres d'art vers les pays, en tout cas pour des œuvres mal acquises. Pourquoi est-ce qu'en 2019, on en est toujours à réclamer et à avoir des oppositions? Tout à l'heure, vous me demandiez quelles sont les autocritiques qu'on peut se faire. Eh bien, je pense que c'est peut-être parce qu'on n'est pas assez virulent. Aujourd'hui, le Parlement a bougé, le Sénat est en route, etc. Parce que des militants se sont levés, ils ont dit stop, maintenant ça suffit. Et je pense que tant que nous ne lèvons pas notre voix, eh bien, il ne se passera rien. Et c'est là qu'on peut savoir connaître et reconnaître l'importance des associations, c'est de dire qu'elles font avancer des choses qui nous sont acquis de droit, en fait. C'est juste qu'il faut manifester ce droit et il faut aller l'arracher. Il ne faut pas attendre qu'on nous le donne. Donc, le cadre juridique le permet, mais si nous ne bougeons pas, aucun Belge nous rendra quoi que ce soit. Oui, tout à fait. Et nous avons aussi eu vent que vous avez organisé la décennie des Afro-descendants qui regroupait plusieurs associations justement pour parler des associations. Quel a été votre bilan et quel était le but? Est-ce que vous avez discuté des questions comme le retour des œuvres d'art? C'était quoi le sujet central? Eh bien, en fait, l'ONU a décrété la décennie des Afro-descendants après s'être rendu compte que partout dans le monde, cette case-là de la population, cette partie-là de la population souffrait de maux tels que du chômage, de la pauvreté, etc. Donc ils ont décidé de décréter une décennie pendant laquelle on va se concentrer sur ces thématiques particulières. Ce qui se passe, c'est que chaque pays peut proposer des choses. En Belgique, rien n'était proposé. Tout d'un coup, un ministère se lève et décide de faire en grande pompe une cérémonie d'ouverture, 4 ans après le début, d'ouverture de la décennie des Afro-descendants. Nous n'avons pas été valablement invités et représentés. C'était ce que nous estimions dès le début. Alors nous avons décidé de faire un genre de contre-événement, c'est-à-dire de faire une célébration, puisque ce n'est pas une ouverture, ça a commencé il y a 4 ans. C'est eux qui dormaient, nous on était déjà là. Donc beaucoup d'associations africaines comme INPAD Belgium avaient déjà fait des activités. Donc on a fait une célébration où on a invité, je pense, une 50aine d'associations afrodescendantes à s'exprimer sur leurs thématiques particulières. Il y en a qui travaillent sur les questions de santé, par exemple. Ils sont venus en parler, etc. L'idée était de montrer que nous ne sommes pas des victimes et nous ne sommes pas des suiveurs. Nous n'avons pas besoin que la Belgique décide de quelque chose pour que nous avancions. Nous avons notre propre agenda et nous avançons. Et donc ça, c'était très important parce que ça marque en fait une étape
dans la définition des objectifs communs, même si les associations travaillent sur plein de choses différentes. Donc c'était vraiment, c'était 2 très belles journées qui sont passées au Moonpunt et à Café Congo. Donc on a choisi un lieu officiel flamand, le Moonpunt, voilà. Et on a aussi choisi Café Congo, qui est un lieu plus grassroots, qui est créé par des afrodescendants. Et je pense que ça reste mémorable ces 2 journées parce que ça nous a vraiment permis d'échanger et de ne pas être chacun dans son couloir et de commencer à brasser ensemble. Et donc on peut penser qu'à partir de maintenant, les associations, à votre initiative peut-être, pourraient travailler ensemble à certains thèmes qui concernent la communauté? Alors il y a plusieurs associations qui travaillent déjà ensemble, mais c'est-à-dire comment renforcer les réseaux qui existent déjà et comment créer des partenariats forts pour qu'ensemble tout simplement on soit plus forts. Ok. Et d'autres grands projets en vue, vos projets? Peut-être un livre en écriture. On a découvert tout à l'heure votre premier livre. Avez-vous d'autres choses à nous annoncer? Parce que les auditeurs d'Entretemps attendent des exclusivités aussi un petit peu. Oui, alors je suis sur 2 bouquins en même temps. Oui. Je n'arrive pas à les départager, je les écris en même temps. Et il y en a un qui va parler d'une thématique dont on va beaucoup entendre parler l'année prochaine, en 2020. C'est la question du racisme des Maghrébins envers les personnes noires. Et donc c'est un gros sujet tabou parce qu'on a peur évidemment que lorsqu'on relève ces racismes-là, on minimise l'islamophobie. Mais l'idée, c'est pas du tout de minimiser le racisme que vivent déjà les Marocains, les Algériens, les Belgo-Marocains, les Belgo-Algériens, etc. C'est juste de dire que quand il y a une personne, par exemple, d'origine belgo-maghrébine, qui est propriétaire et qu'un noir veut louer, il arrive qu'il nous refuse parce qu'on est noir et que c'est des choses qu'on doit parler. Les mariages mixtes parfois ne se font pas. Les gens n'ont plus le droit de s'aimer parce que la femme ou l'homme est noir. Et donc ça, c'est des choses dont nous devons absolument parler et dont nous devons traiter entre nous. Ouais. Et c'est d'autant plus triste quand on parle du Maghreb qui est l'Afrique et qu'en fait on se rend compte que ce racisme-là il est finalement présent en Afrique aussi. Et ce qui ramène la petite partie qui est la question qui pique, en fait ce sujet-là pourrait introduire. Est-ce que vous ne pensez pas que quelque part on est tous un peu xénophobes? Sincèrement. La xénophobie, c'est autre chose que le racisme, hein. La xénophobie, c'est ne pas vraiment aimer ceci ou cela, etc. Le racisme, c'est vraiment, pour le dire simplement, la détestation jusqu'au bout et ne pas vouloir que l'autre émerge. Par exemple, ne pas vouloir donner de poste à responsabilité à quelqu'un, même s'il est compétent, parce qu'il est noir. Alors que la xénophobie, ça va être quelque chose de beaucoup plus léger et que chacun peut avoir des cases dans la tête. Et donc, il ne faut pas oublier aussi l'aspect structurel. C'est-à-dire que nous avons un noir met 4 fois plus de temps qu'un blanc à trouver un travail. Donc, c'est pas juste la xénophobie, c'est vraiment on ne veut pas que vous émergiez. Et donc, on veut bien que tout le monde soit xénophobe, à la limite, mais que l'on soit raciste envers une catégorie de la population. Et on sait ce que ça mène, hein. On a vu la question juive, on a vu la question rwandaise, on sait où ça va cette détestation, où ça peut aller. Donc à un moment donné, il faut mettre stop, il y a une ligne rouge qu'il ne faut pas dépasser. Et lorsqu'elle est dépassée, comme maintenant, parce qu'on n'arrive pas à émerger, eh bien il faut remettre l'église au milieu du village ou la mosquée au milieu. La mosquée, tout près de l'église. Et pourquoi vous dites qu'on en parlera l'année prochaine? Pourquoi c'est pas cette année en fait? Ah, mais parce qu'on fonctionne plutôt par campagne. Donc on a eu la campagne sur la place Lumumba qui a duré à peu près 4 ou 5 mois. Okay. Après on a eu la campagne restitution des biens culturels africains. Et maintenant on passe à une autre campagne qui est racisme maghrébin envers les Noirs. Donc c'est des périodes de campagne pour ouvrir et lancer un sujet et lancer un débat de société. Et on espère que pendant cet espace, les gens vont réfléchir et créer du positif sur un sujet parfois négatif qu'on peut mettre sur la table. Donc pour revenir, pour nous recentrer sur la communauté, ne pensez
fait presque 20 siècles que nous avons appris à nous détester nous-mêmes. Est-ce qu'on peut effacer 20 siècles en un claquement de doigts? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas en éduquant seulement ces enfants-ci, mais c'est aussi les enfants d'après et d'après et d'après. Donc pour nous reconstruire, il va nous falloir du temps et il nous faut cette indulgence du temps. Vous savez, nous, on n'est pas communautaristes. On ne pense pas que seuls les Noirs peuvent s'occuper des questions des Noirs, etc., etc. On ne pense pas ça. Mais le problème, c'est qu'à présent, qui fait quelque chose pour les Noirs? Qui parle pour les Noirs? Qui défend les Noirs? Tant qu'il n'y aura personne qui va nous défendre, nous allons nous faire nous-mêmes. Et tant pis si on nous accuse de communautarisme. Et vous avez pensé à la politique? Parce que je veux dire, est-ce que votre combat, votre militantisme, il pourrait se faire en politique ou pourquoi vous n'avez pas opté pour la politique, par exemple? Parce que je couvre un plus large champ en étant le poil à gratter des politiques et en les obligeant à faire des choses positives pour les afrodescendants et d'autres groupes sociaux. Voilà, la politique pour moi est un outil et une fois que vous commencez là-dedans, c'est peut-être parfois plus difficile de couvrir d'autres champs d'activité. C'est pas impossible, mais de toute façon, je me suis promis pas avant 40 ans. On va compter. Hein. Bah, du coup, les téléspectateurs se demandent quel âge vous avez. Quoi. Ah, on ne demande jamais. De poser, oh là là, une horrible. lady ne dit jamais son âge. Voilà, on vous laissera des petites notes. Vous pourrez... Et pour revenir à votre combat et à ce que ce pourquoi vous militez, en tout cas ici, on se met en contexte. On est au Congo. Et il y a plusieurs Belges qui y habitent depuis longtemps et qui y vivent, qui y sont nés et qui réclament d'avoir leur place en tant que députés, à tous les niveaux de la société. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça dépend si ce sont la crème de la société qui vient comme des expatriés pour prendre les meilleurs postes, pour ceci, cela. Moi, je ne pense pas que c'est du positif. Mais quand ce sont des gens qui s'intègrent réellement dans la vie sociale, pourquoi pas, comme nous ici. Voilà, nous venons pour nous intégrer dans la vie sociale, on veut travailler, on ne vient pas pour dormir sur les CPS. Au départ, on veut travailler. L'aide sociale, ce n'est pas un objectif. Donc, lorsque les gens veulent s'intégrer à une société parce qu'ils aiment un pays, qu'ils aiment y vivre, qu'ils veulent élever leurs enfants, voire y mourir pour certains, je pense qu'ils doivent être intégrés à ce pays. Mais si les gens viennent pour exploiter les petits nègres ou négros, comme ils disent parfois, s'ils viennent avec des comportements, on a vu l'armée française qui violait des enfants, s'ils viennent dans ce sens-là pour s'enrichir et partir, pour nous voler, parce qu'on nous vole encore aujourd'hui, nos pierres précieuses, etc., pour violer nos jeunes filles, eh bien, ça ne nous intéresse pas et non, il ne faut pas les intégrer à la vie politique et sociale. Maintenant, il faut toujours se positionner un peu. Moi, je parle d'où je parle. Moi, je suis arrivée ici très jeune, donc je suis une belgo-congolaise. Et je pense que je ne suis pas celle qui doit avoir la dernière voix sur le devenir du pays. Et que c'est aux Congolais de décider qui ils veulent ou pas qui puissent émerger dans leur société. Et justement, parce que vous avez parlé d'intégration, et l'intégration c'est un point de vue, je pense, qui peut changer d'une personne à une autre. On se croit intégré, mais peut-être que de point de vue pour les Belges, le fait qu'on milite pour la cause noire, ce n'est pas une façon de s'intégrer. Donc l'intégration, c'est une question qui repose sur la perception peut-être des gens. Comment est-ce qu'on pourrait faire justement la communauté pour qu'on s'intègre davantage ou qu'on démontre aux racistes ou aux Belges qui ne voudraient pas nous laisser les places dans les institutions que nous sommes là pour le bien. Voilà, que nous sommes là pour construire. C'est ça aussi la difficulté, je pense. Moi, je pense qu'il ne faut absolument pas essayer de montrer aux Belges qu'on est là pour le bien ou pour s'intégrer. Sinon, alors, on réitère un fonctionnement et une relation coloniale. C'est-à-dire, je suis pour que tu sois bien. Je fais pour que toi, le blanc, tu sois bien. Et je fais pour que dans ton regard, tu m'approuves. Si on est bien ici, si on veut s'intégrer ici, c'est parce qu'on aime ce pays et c'est parce que quelque part on y est bien et voilà, ça nous dit quelque chose. Maintenant, de la trajectoire de tout un chacun, certains parlent d'intégration, ils veulent s'intégrer, les autres disent qu'il faut nous intégrer. Moi, j'ai jamais vraiment aimé ce mot. Moi, je préfère le terme co-inclusion. C'est-à-dire, je vais vers toi, tu viens vers moi. Donc,
on fait un pas l'un vers l'autre. C'est-à-dire que les efforts que nous faisons pour participer à la vie économique et sociale de ce pays, voire artistique, eh bien, dans l'autre sens, il doit y avoir des efforts aussi pour faire une place à cela. Jusqu'à présent, le problème, c'est qu'on se rend compte que, notamment sur le marché de l'emploi, c'est que nous faisons de nombreux efforts et qu'en face, elle est d'accord, nous faisons de nombreux efforts, mais qu'en face, les efforts ne sont pas faits, les portes sont fermées. Donc là, il y a un problème et beaucoup de militants noirs nous ont appris que lorsque la porte est fermée, que normalement tu as le droit d'être dans la pièce, eh bien tu pousses la porte. Oh, merci. Lorsque la porte est fermée et que tu as le droit d'être dans la pièce, tu pousses la porte. Sur ce mot, nous allons presque clôturer notre émission qui était riche et très intéressante. Et avant de terminer, on voudrait savoir si tu as un dernier mot à partager avec nos auditeurs, sur ton actualité, qu'importe, juste un dernier message que tu pourrais nous donner. Oui. Alors oui, mon message, il est simple. Je pense qu'il est important pour chacun aujourd'hui de vivre pour soi et pour son développement personnel, développement de sa famille, développement de ce qu'on aime, que ce soit des personnes, des territoires, etc. Et que nous n'avons plus aujourd'hui à prouver aux colons ou aux anciens colons que nous sommes bien, que nous sommes compétents, etc. Vivons pour nous-mêmes et si nous vivons bien, ils le sentiront aussi. Merci, c'était un beau message. Et pour terminer, c'est vrai que je dis merci souvent parce que je sens que vous avez, je me sens enrichie de cette entrevue et j'espère que nos téléspectateurs aussi. Surtout, restez connectés avec Mireille Théocy Robert. Comme elle l'a dit, je vous le répète encore une fois, vous pouvez déjà vous procurer son livre Racisme anti-noir en ligne. Vous pouvez patienter la sortie de son prochain livre qui parlera de ce problème de tabou qui est tabou pour le moment du racisme entre les Maghrébins et les Noirs africains. Et puis rester connecté à tout son agenda parce qu'elle a plusieurs événements avec Bamco qui vont arriver dès septembre, il me semble. Voilà, on reprend en septembre. Voilà, dès la rentrée, restez connectés. Elle est disponible sur les médias sociaux. Mireille Théocy Robert. Son nom est marqué comme ça sera plus facile, je suppose. Et puis, on vous dit à bientôt. Et n'hésitez pas à poser vos petites questions, à nous laisser vos commentaires, à liker la page et à vous abonner. Ciao, ciao!